Bienvenue à La Chaise Bleue en direct du forum de Optonic, Potonic, directement à Québec au Palais des Congrès. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Sébastien Carrier, le CEO de Usitech Précision, qui est situé à Québec en plus, l'usine. Bienvenue sur le podcast. Merci. Hey, avant, parce que l'auditoire, là, ils connaissent bien Nicolas, ils connaissent bien Benoît, à un moment donné, on est tout le temps là, mais là, on a un nouveau personnage avec nous aujourd'hui qui est dans l'écosystème manufacturier du Québec. Tu veux prendre le temps de te présenter avant de présenter ton organisation, puis après, on va se concentrer plus sur ton organisation? C'est ça. Moi, je me présente Sébastien Carrier. Je suis à la tête de Usitech Précision là, qui se spécialise en usinage. Donc, moi, j'ai étudié en administration, là, puis j'ai décidé de reprendre l'entreprise familiale là, qui a été fondée par mon père. Prochaine relève, là. Ouais. En fait, tu connaissais l'usine, tu as grandi dans le shop, toi, dans le fond. Oui, exactement. Moi, c'est ton père qui l'avait fondé à la base ou? Oui, exactement. Fait que moi, dans mes jobs étudiants, ça a été de passer le balai puis de faire tous les jobs là, d'une classique machine shop là, qui était à Québec, que mon père a bâti. Puis, au fil du temps, moi, j'ai étudié en administration. Le côté entrepreneurial, je l'ai toujours eu. J'ai toujours parti des petites business. Là, à partir du primaire, au secondaire, à l'université, j'ai eu des projets entrepreneuriaux. Fait que quand j'ai fini mon parcours universitaire, je me suis dit, bon, soit je me pars une business ou soit je reprends l'entreprise familiale. Nice. Est-ce que ton père ou tes parents, dans le fond, les deux, père et mère, te entretenaient ça quand tu étais jeune, cette fibre entrepreneuriale-là, de dire, c'est une famille en affaires, c'est différent des fois. Le souper du dimanche soir, des fois, c'est pas les mêmes sujets, peut-être qu'ils reviennent. Est-ce qu'ils cultivaient ça avec toi pour t'amener là puis ils préparaient un peu le relève ou comment ça se gérait familial, ça? Je te dirais, c'est drôle à dire, mais moi, j'ai tout le temps dit à mon père. Là, mon père m'a tout le temps dit « Hey, ce serait le fun qu'un jour tu travailles dans le business. » Puis tout ça, puis ça revenait constamment. Puis moi, à la base, une shop, c'était sale, ça piquait, il y avait des copeaux de métal. Partout, il y a du bruit. Exactement. Mon père travaillait beaucoup. Fait que moi, j'ai tout le temps dit à mes parents « C'est impossible, jamais dans 100 ans que je vais faire ça. » Fait que ça restait de même. J'ai pas eu de pression. Ça revenait tout le temps, mais veux pas, moi, mes parents, ils m'ont donné la chance aussi de grandir dans l'entreprise. Fait que je l'ai vu aller. Moi, j'ai fait un parcours en administration qui est pas... Avoir su que je suis là aujourd'hui, j'aurais peut-être fait mon bac en ingénierie, mon MBA après, mais en tout cas... C'est fait. Hein? C'était fait. J'ai fait le même bac que toi. Good job. Oui, exactement. Fait que, tu sais, vraiment, à partir de là, j'ai pas eu de pression de le faire, mais au fil du temps, moi, pourquoi que ça a été facile l'administration... c'était simple, tu sais, j'avais comme mon entreprise, j'avais comme l'entreprise dans mes parents qui était très ouvert, ils me parlaient de tout. Fait que moi, au fil du temps, tout ce que j'apprenais, j'avais un cours en ressources humaines, je l'ai appliqué à la business. J'avais un cours en comptabilité, je l'ai appliqué à la business. Fait que de fil en aiguille, je me suis ramassé à vraiment connaître la business. Puis après mon parcours universitaire, je me suis dit, bon, moi, mon défi personnel là-dedans, c'était pas de le faire pour mes parents ou d'être la relève, tout ça. Moi, c'était si je suis capable de prendre elle, qui a quand même une certaine complexité, là, une machine shop, de l'usinage, c'est complexe. Et je me suis dit, si je suis capable de faire de quoi avec elle, ben ça va être pour moi personnellement. Si je suis capable de faire ça, ben après ça, je suis capable de faire n'importe quoi. Fait que c'est de même que je suis parti, puis c'est de même que je me suis lancé. Puis pour les gens qui écoutent, là, il y en a plusieurs d'après moi qui connaissent déjà, là, parce que c'est pas une nouvelle usine non plus. Là. C'est quoi la spécialité ou c'est quoi le edge que Usitech a par rapport aux autres dans l'industrie ou c'est quoi votre edge que vous avez dans l'industrie de l'usinage? Je te dirais qu'on en a plusieurs. Là. C'est sûr que nous, on essaie oui, on est un sous-traitant. Un sous-traitant, ça fait des pièces. Les pièces qu'on fait, ont été designées par nos clients, mais je pense que rendu là, ce qui fait la différence d'une machine shop à une autre, c'est comment tu es capable de bien répondre aux besoins de tes clients. Mais je ferais juste une petite aparté par rapport à ça. Moi, quand je suis rentré dans l'entreprise, c'était une entreprise qui était majoritairement conventionnelle. Mon père avait commencé un peu le virage à l'usinage numérique. Mais au fil des années, mon père m'a donné beaucoup de place pour changer le modèle d'affaires, de me permettre de me rendre où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une usine qui est 40% automatisée. On a des systèmes d'automatisation qu'on rentre d'année en année pour arrimer les besoins de l'industrie. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir des panélistes là, qui ont parlé beaucoup de reshoring, tout ça. Bon, ben, moi, c'était une de mes volontés quand je suis rentré dans l'entreprise, de me dire, tu sais, faut rapatrier. Je trouve ça inconcevable qu'on donne des crédits d'impôt à des entreprises pour concevoir des produits ici. Puis après ça, le modèle d'affaires, c'est fabriqué en Chine. C'est fabriqué en Chine. C'est exactement ça. Fait que moi, je me suis dit, on a eu la COVID, il y a eu une
volonté. Il y a eu des entreprises mal prises qui ont décidé de ramener la chaîne d'approvisionnement plus proche. Mais ça a duré un certain temps. Là, on voit que la tendance à retourner en Chine est quand même un peu plus... Même avec le contexte géopolitique, là, on est quand même là. Hey, attends. Là, t'es fort. Ouais. Un gars d'usinage au Québec, machine shop automatisé, là, qui parle de contexte géopolitique. Ouais. Tu sais, Ben, non, mais C'est stratégique. c'est rare qu'on entend ça. Là, Parce que le gars, il étudie en admin comme moi. Non, mais parce que ça fait longtemps qu'il est soumis. Non, mais souvent, mais continue, excuse-moi, c'est juste, je le soulève, c'est que, il y a 5 ans, 10 ans, on dirait que les gens, avant la pandémie, ne se concentraient pas sur une stratégie géopolitique pour une PME du Québec. Mais tu sais, la plupart des grands, tu sais, je sais pas si tu as vu le livre d'Alex Connello, je pense, qui est à la Caisse dépôt, qui a sorti un livre. Il y a François Normand qui en a sorti un, qui a le Don't Look East, là. En tout cas, tu sais, il y a plusieurs livres, mais c'est la première fois d'un entrepreneur en usinage sur le podcast que quelqu'un nous dit le mot géopolitique. Dans le fond, c'est une priorité, mais vas-y. Ouais, C'est un chapeau que je te donne. Premièrement, la géopolitique, ça m'intéresse. Là, c'est un sujet qui m'intéresse à la base, mais j'ai lu un très, très bon livre là, par un économiste américain. Là, c'est The End of the World is Just the Beginning. Puis, en tout cas, si ça vous intéresse, vous irez lire ça. Ouais, c'est un peu sombre. Fin du monde. Non, mais tu sais, ce qu'il expliquait, c'est que le contexte, tu sais, mettons 2019, c'est peut-être l'apogée de la géopolitique, de la mondialisation. Ouais, puis là, absolument, on est rendu. Puis dans ce livre-là, spécifiquement, tu sais, c'est drôle, moi, je suis en usinage, mais il disait qu'un des modèles d'affaires qui allait le mieux performer à cette réorganisation-là de la chaîne d'approvisionnement par rapport au monde, là, excusez-moi, c'était les machine shops. Parce que, tu sais, quand tu fais des produits sur mesure, tu es capable de t'adapter à ce que tes clients ont besoin plus rapidement. Puis, avec un contexte géopolitique, tout ce qui est le transport maritime qui fait que le coût de transport est minime dans tu transportes quelque chose de Chine jusqu'à chez vous pour une petite composante simple, ben ça devient dans un contexte que la géopolitique est plus complexe, ben les coûts de transport vont monter en flèche, puis là, ça devient plus nécessairement vrai que... Tu augmentes ton niveau de risque aussi. Exactement. Que ça soit livré on time. Puis Exactement. c'est clair qu'on vit encore dans le contexte géopolitique d'après Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Puis ça a évolué, mais là, il va avoir un turning point. Moi aussi, j'y crois à 100% à ce que tu dis. Tu sais, moi, ce que je me suis dit par rapport à ça aussi, puis quand on a pensé à notre réflexion stratégique de où est-ce qu'on s'en allait avec ça, puis tu sais, l'automatisation, c'est beau, on entend parler, il faut la faire, il faut faire le virage numérique, mais moi, je me suis dit, tu sais, la raison pourquoi que mes clients vont faire affaire avec moi aujourd'hui, puis que les clients qui étaient en Chine, il y a 2 ans, ont décidé de ramener ça au Canada, oui, ils sont prêts à payer une surprime, une prime qui est là à la sécurité, justement, de la chaîne. C'est une gestion de risque. C'est une gestion de risque, mais tu sais, pas à n'importe quel prix. Comme là, on voit la chaîne d'approvisionnement avec les véhicules automobiles, il y a un certain... Tu es prêt à payer une certaine surprime pour avoir quelque chose, mais c'est pas vrai que les gens vont être capables de payer 30, 40, 50 60 plus cher pour un véhicule qui les amène du point A au point B. Fait que tu sais, il faut repenser ça différemment. À moins qu'il y ait le signe Porsche dessus. Ouais, exactement. Ah, ben là, ça, c'est pas pareil, c'est un autre game. Ça, c'est un autre game, c'est ça. Mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui veut aller du point A au point B, il y a un certain prix, ça, c'est le prix mondial. Ouais. Puis c'est de dire, bon, ben comment je suis capable de, moi, accompagner mes clients qui ont décidé de faire le choix intelligent, selon moi, de faire produire ici, mais d'être capable de leur fournir un prix quand même compétitif. Ben, je pense que l'automatisation, c'est là, la voie du succès là, par rapport à ça. C'est clair, puis intelligent et durable comme choix aussi. Ouais. Tu sais, veux pas tout ce qui est émissions, pollution, transport et ainsi de suite, la prospérité économique aussi ici au Québec. Si on le ramène ici, ben oui, intelligent, durable. Hey, messieurs, je vous ramène, on est au forum Optonic Photonic aujourd'hui à Québec. Là, il y a, tu sais, déjà, j'ai une autre primeur que toi, tu as faite. Tu es une compagnie d'usinage, tu sais, puis tu es dans le monde de la photonique qui est des caméras qui vont sur la Lune, des gens qui traitent des cancers, de l'infrarouge. Comment tu fais pour te positionner ici? Tu es comme le seul là, tu sais, en usinage. Là. Je n'ai peut-être vu un autre. Usinage de précision. En plus, là, Ouais. tu sais, mais peut-être faire le lien pour les gens qui écoutent. Quelle est ta place dans cette industrie-là? Puis qu'est-ce que tu viens chercher au sommet aujourd'hui? Bien, tu sais, premièrement, le sommet, c'est une bonne façon de rencontrer des gens qu'on n'a pas la chance à tous les jours là, de se déplacer, aller visiter tous nos clients. Là, c'est avoir la chance de tous nos clients qui gravitent autour de l'optique photonique, ben, de les rencontrer dans un seul endroit. J'étais allé au SpyWest de San Francisco. Là, on avait un boot avec une autre entreprise. Mais c'est essayer de voir c'est quoi les besoins des clients, puis de dire comment je peux adopter mon offre pour être en mesure de leur offrir quelque chose qui est plus proche de leurs besoins finaux. Fait que c'est un peu ça
on a fait. Des fois, c'est en mergeant des spécialités avec un autre sous-traitant. À deux, on a chacun une business, mais ensemble, on a un produit complet qu'on est capable de livrer à un client. Là, il a amené la Oh, thématique wow. du social manufacturing. J'adore ça. Good job. T'es un gars de vision, On va man, te ramener c'est plus sûr, souvent, là, toi. C'est clair, ça. On dirait que tu fais le wrap-up à la fin du livre du dernier mois de podcast qu'on a fait en Allemagne partout. Là. Tu sens qu'on t'a préparé, mais c'est qu'en fait, tu On sais, the spot. tu sais, le terme du social manufacturing, tu l'as sûrement déjà entendu, c'est que les seuls qui vont vivre dans le futur, c'est ceux qui sont agilement capables de collaborer. Quand tu dis on va remplacer des chaînes d'approvisionnement, ben, je veux dire, oui, il y a le produit que tu es capable de faire, mais s'il s'intègre à un ensemble, faut tu de livrer d'un temps, d'un délai, agilement, la bonne qualité, tu sais, c'est un wow, là. Est-ce que tu irais même dans le concept du social manufacturing jusqu'à partager des ressources? Tu vends ton temps machine. Tu es un spécialiste des procédés de fabrication. Tu es l'extension par excellence de l'usine de tes clients. Tu es comme le cellule de travail, usinage. Est-ce que tu as des fois des machines qui ne roulent pas à 24/7? Est-ce que tu serais prête même jusqu'à aller partager de certaines temps machines, de mutualiser tes ressources avec d'autres entreprises pour être encore meilleur? Ça, dans la théorie, c'est bon. Oui, mais c'est pour ça que je t'apporte. ouais, Toi, tu le vis pour vrai. C'est pour ça que je pose la question. Moi, j'avais déjà pensé comme un modèle d'affaires à l'époque. Puis, tu sais, il y a eu certains modèles qu'on a vus apparaître là, aux États-Unis. Là, à l'époque, ça s'appelait Make Time. Ça a été acheté par Xometry. Tout ça. Puis, c'était un peu ça. Tu sais, je vais vendre des ressources. Je vais publier du temps disponible. Puis, Exact. mais je trouve que ce modèle-là a une plus-value. Mais moi, je crois plus, là, un peu le même genre. Mais tu sais, c'est vraiment de rapprocher le plus possible le client du producteur, puis de faire en sorte d'adapter. Tu sais, moi, je suis plus, avec mes clients, je suis plus dans l'approche de leur montrer c'est quoi les gains qu'on pourrait avoir à faire des modifications sur des pièces, parce que moi, je le vis réellement, pour soit gagner du temps, soit je travaille beaucoup sur comment qu'on peut... La conception, ton département méthode, il doit travailler solide avec le client pour adapter le plan à eux, le R&D dans le fond. Là. Oui, puis tu sais, mais tu sais, je vais donner un exemple. Exemple que en ce moment, là, on revient avec mettons que je reviens avec le concept de la Chine. T'sais, en ce moment, je faisais des pièces pour un client. La pièce qu'il recevait de la Chine était plus belle, mieux emballée que ce que moi, j'étais quand même capable de produire ici à côté de chez eux. Fait que là, tu te dis, pour 2 fois moins cher, il est capable d'avoir quelque chose de mieux en Chine. Mm-hmm. La seule chose, c'est à quel point, si on veut se rapprocher du prix de la Chine, que tu as vraiment besoin que ta pièce elle soit emballée individuellement, qu'il y ait un humain qui ait fait une manipulation de sablage, exemple, sur ta pièce. Des fois, c'est pas nécessaire. Des fois, c'est d'éduquer. Là, tu demandes ça comme requis, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rapprocher ça? Enlever l'humain devant la finition, mettons, de ta pièce. Puis là, on est capable de se rapprocher du prix. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans cette compréhension-là de c'est quoi qu'est-ce qui est cost driving dans ta pièce? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est ça l'avantage où on peut faire autrement, faire différemment? Puis là, en enlevant l'humain, c'est simple. Moi, là, je te vends le temps machine, mais là, le temps machine en Chine ou le temps machine au Canada, ils se ressemblent. Là, souvent, les manufacturiers sont mondiaux. C'est la main-d'œuvre qui change tout, c'est clair. Exactement. C'est les salaires, la disponibilité de la main-d'œuvre. Fait que moi, c'est vraiment là, tu sais, il faut que tu aies les systèmes d'automatisation, il faut que tu les comprennes, il faut que tu vois les limitations. Il y a des limites dans tout. Tu achètes une nouvelle machine, la semaine d'après, ton client t'arrive avec une pièce, un pouce trop grand. Ça, c'est la réalité. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de réfléchir autrement les pièces. OK. Puis je pense que c'est plus là qu'il y a des gains sur la productivité globale. Tu vas mieux aller chercher un autre client que tu vas comprendre mieux. Tu vas vendre plus de ta machine que d'essayer une partie de ton parc machine à Ouais. d'autres qui en auraient besoin, et ainsi de suite. C'est dur à gérer. Puis c'est En fait, tu impersonnel. irais par aussi. la spécialisation, puis devenir le département, des fois, de laisser la chance au moins d'optimiser la chaîne de valeur avant d'outsourcer, dans le fond. Ouais. Arrêtez de t'envoyer un devis, puis réponds devis. Puis Qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est que de toute façon, Fabricante de vie ensemble. exactement. Puis dans ce concept-là, c'est que c'est comme si la ressource spéciale, c'est vraiment la machine que j'ai. Puis tu sais, moi, je te dirais, ce qui a le plus de valeur chez nous, c'est la personne devant la machine. Tu sais, fait que c'est de la façon qu'on... C'est les employés, c'est le savoir-faire, c'est ce plus-là que je peux, en discutant avec le client, apporter pour changer les affaires que dire « Ah, j'ai du temps machine, je pourrais te le vendre pas trop cher. Moi, je ne l'utilise pas, toi, tu pourrais J'aime l'utiliser. » pas ça le mot pas cher, moi, honnêtement. Là, Non, ça, c'est... mais On laisse de la valeur sur la table, fait que C'est c'est ça. pas bon, ça. Puis, tu sais, oui, mais tu sais, puis de ramener ça à une machine,
Tu sais, c'est qu'est-ce que tu es capable de faire avec la machine. Tu as bien beau avoir le meilleur couteau, ben, tu sais, Proximité, service C'est client, ça. quitte à hybrider tes services avec quelqu'un d'autre qui va faire du power coding après, whatever. Exactement, La même commande exactement. client, je suis prêt à collaborer avec tel autre sous-traitant que toi pour qu'on s'échange les pièces direct, et ainsi de suite. Mais Tu sais, ce que moi, j'aime ça. Exemple, ce qu'on a fait à San Francisco, tu sais, j'ai pris une entreprise, on est deux entités à part entière, mais au Québec, on a chacun notre modèle d'affaires. Ils fonctionnent très bien séparément. On n'a pas besoin nécessairement tout le temps de travailler en collaboration, mais tu sais, par contre, si je vais attaquer le marché de l'ouest des États-Unis, ben moi, je suis Usitech Précision. Personne ne me connaît, j'ai pas de branding à reconnaître. Moi, je suis une machine shop, je fais des produits de qualité. Mes clients au Québec me font confiance. J'ai sûrement des clients américains qui pourraient le faire. Mais comment je fais pour me différencier entre la shop que le gars va me dire, ben j'en ai une shop à côté de chez nous, aux États-Unis, ben il faut que je trouve de quoi. Tu sais, fait que pour l'optique, on s'est associé avec une compagnie d'anodisation qui fait de l'anodisation optique. Moi, je trouvais que ça me donnait un edge. Sur un autre département, tu sais, exemple, je peux m'associer avec une compagnie de peinture qui a les normes au niveau militaire. C'est une niche, dans le fond. Là. Tu viens Exactement, qu'à te tu sais. spécialiser dans un domaine précis. De plus en plus, les clients veulent avoir des produits finis, veulent avoir des produits le plus proche possible de je mets ça sur ma ligne d'assemblage puis ça fonctionne. Fait que moi, je pense que c'est des multiples partenariats qui vont faire que on devient meilleur, puis on répond aux besoins complets du client. Là. Puis c'est pas obligé d'être compliqué, c'est juste de, comme tu dis, on se parle, Ah ouais. on s'arrime ensemble pour offrir de quoi de mieux au C'est client. de l'hybridation de services. Ouais. Si on avait la chance d'animer un podcast ensemble, Sébastien, là, puis n'importe qui, et n'importe où dans le monde, il n'est pas obligé d'être ici aujourd'hui, là, c'est qui t'assirait sa chaise puis qu'on pourrait y poser des questions. Il peut parler mandarin, c'est pas grave. Là. Non, je te dirais, c'est drôle parce que là, j'ai pas son nom, mais le livre que je t'ai dit, là, The End of the World is Just the Beginning, là, le titre a l'air. Tu sais, ça a été un best-seller, je pense que le titre a aidé là-dedans, mais tu sais, cette personne-là, sa compréhension de la géopolitique, je pense que, comme tu as dit tantôt, dans le domaine manufacturier, ça reste qu'on est dans un marché qui est globalement intégré. Puis je pense que c'est souvent sous-estimé de bien comprendre où ce qu'on s'en va. C'est le futur nous amène où pour arrimer. Tu sais, si on regarde d'un point de vue, mettons, global en tant que le pays du Canada, qu'est-ce qu'on fait avec notre chaîne d'approvisionnement, où qu'on s'intègre. Mais je pense que c'est vraiment là que j'aimerais vraiment ça y parler. Là. Je vais te le redire. Moi, Là. ce que je te conseillerais, si on ne trouve pas lui, il y a François Normand au Québec, je ne sais pas si tu le connais. Non. François Normand, il nous a rencontrés la semaine passée, puis il nous a expliqué les 6 scénarios possibles d'une élection Trump sur le contexte géopolitique et aussi de la droite en Allemagne et en France. Parce que là, tu sais, ça se peut là, que ça s'en aille vers la droite radicale. Là. Puis, il expliquait les six enjeux, mais il parlait aussi des 4 opportunités. Fait que, tu sais, pour chaque contexte géopolitique, il y a des opportunités qui se créent et tout. Puis, tu sais, François, je peux te mettre en contact sur LinkedIn. Si tu as des questions concrètes, là, pour vrai, là, je suis sûr qu'il va te répondre. Je suis convaincu, c'est une perle, là, puis le gars, tu sais, c'est sa carrière, là, le contexte géopolitique dans le monde. Là. Mais ce serait quoi la question que tu poserais, toi, au gars qui a écrit le livre? Là? Tu sais, mettons, une question que tu aurais à y poser, ce serait quoi? On te fait travailler plus que tu pensais. Là, tu m'en poses des bonnes. Je n'étais pas aussi bien préparé que je pensais, mais je te dirais que ça serait peut-être un peu de... Si on regarde, mettons, les 20-30 prochaines années en question d'instabilité politique, vers où on se dirige? On se dirige-tu vers... je pense que ça serait ça. J'ai une bonne idée. Puis, lui, son thème, c'était surtout aussi dans la géopolitique. Là, dans le fond, il y a une géographie du succès. Ouais. Fait qu'il y a un endroit précis, à des moments précis dans le monde, dans l'histoire, si on regarde le passé, qui ont amené. Fait que ça serait de savoir. Lui, il pense que c'est l'Amérique du Nord, mais y a-t-il des facteurs clés qui feraient qu'on perdrait cet avantage-là d'être des bien menaces placé? potentielles qui s'en viennent par rapport à ça. Ouais. Tu sais, je vais te donner un hint que j'ai compris dans la conférence. C'est présentement, nous, on a les ressources, on a l'énergie, on a l'expertise, on a l'accès aussi au corridor nord-sud. Là. Tu sais, on peut se rendre au Mexique à cette heure. Fait que lui, il dit, pour n'importe quelle entreprise du Québec, tu devrais déjà commencer à démarcher le Mexique parce qu'il y a des expertises qu'on a qui n'ont pas. Puis on a les matériaux aussi. Puis l'Afrique. L'Afrique est définitivement à part, là, c'est drôle la conférence. L'Afrique à part
tel pays, là, tu sais, ça, faut que tu les saches, là. Mais tu sais, c'est des pays, puis l'Inde aussi, où que ça va tellement grandir, tu sais, vite, qu'ils seront pas capables de s'autosuffire dans l'agrandissement de la croissance. Puis il y avait l'ATENA, ça s'appelle-tu du terme, pour tous les pays en dessous de la Chine. Rappelles-tu, il y avait tout qui étaient les pays, le Vietnam, le Laos, ils vont tomber en hypercroissance, ces pays-là. Tu sais, ils vont devenir la prochaine Chine, dans le fond, en termes de fabrication. Nous, notre but, c'est pas d'envoyer plus de jobs là-bas, là, pas du tout, mais je pourrais te partager la conférence, c'était vraiment plaisant. Là, je te ferai pas la conférence aujourd'hui, je suis pas un expert en géopolitique. Hey. J'étais sur le point de t'arrêter d'ailleurs. Ah oui, hein? Je serais curieux aussi, tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on te voit dans plein de même au téléphone, à travers des. Je suis déjà allé à ton usine aussi, puis Sébastien, tu sais, on a un petit feu ici, là, ça alimente la chaleur, là, puis qu'est-ce que tu mets dans ton foyer intérieur, là? C'est quelle bûche pour toujours le sourire tout le temps, vouloir continuer à t'épanouir là-dedans? Qu'est-ce qui t'anime? C'est-tu la lecture, le sport? Je te dirais que, tu sais, ma force motrice, je te dirais, j'ai vraiment. Je pense que je suis sur mon X au niveau de l'entrepreneuriat. Là, j'aime vraiment ce que je fais à tous les jours. Puis moi, ce qui me donne du feu pour mon entreprise, puis pour moi, c'est de voir les avancées technologiques qui se produisent. Et je trouve que la job que mes gars font sur le plancher, la technologie est en train de changer pour le mieux leur emploi du temps, tout leur jour. Fait que moi, c'est vraiment ça. Je suis vraiment pro 4.0 automatisation parce que je trouve que au final, c'est l'humain qui en bénéficie parce qu'on enlève tout le redondant, ce qui est plate. Je regarde tout du stress aussi, des fois, d'oublier des choses, de ne pas y penser, des manuels, et ainsi de suite. T'sais, l'intelligence artificielle, c'est un peu dans la même chose. Toutes les tâches redondantes, tu vas te concentrer sur fine-tuner certaines affaires, mais la grosse analyse de data, peu importe pour la job de bureau, pour la job manufacturière, c'est des données que tu vas pouvoir gérer. Puis ça devrait être fait en amont par un robot. Là. Tout le crunch de data complet, puis la finalité, oui, tu peux le faire, mais il y a beaucoup de jobs qui consomment de l'énergie, du temps, puis qui devraient être faits en amont par un robot. Ça, c'est clair. Là. Autant RPA, bureau, peu importe, ou robot usine, c'est le même principe. Moi, je dis tout le temps à mes gens aussi, ce qui est cool, là, c'est que avec l'automatisation, c'est pas encore parfait. Il y a encore plein de choses à améliorer. Avec l'intelligence artificielle, c'est que toi, tu vas pouvoir te concentrer sur ce qui compte vraiment. Puis, d'être là pour augmenter la qualité, pour avoir le temps de réfléchir. Ça fait plusieurs fois que tu vois qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Là, tu n'auras plus la pression, le stress de juste performer pour performer puis de mettre ta switch à off. Là, ton cerveau, là, tu vas pouvoir le laisser aller. Parce que être créatif, améliorer, penser sur la stratégie, penser à tes clients, qu'est-ce que tu peux faire de mieux pour eux, puis pas être dans l'usine productivité et amélioration de l'interne, mais pour le client. C'est ça. J'adore ça. J'adore ça. Hey, c'est dans quel prochain événement qu'on te voit, Sébastien? Vas-tu au STFM dans 3 semaines? Oui, je vais sûrement aller faire un tour là. Je vais avoir... on va faire le show de Québec là, industriel. Okay. On va avoir notre booth. C'est la première fois qu'on va avoir notre booth. Là, fait on va avoir une nouvelle identité visuelle. Ah oui? Okay, ben, on est au STFM. Là, en passant, si tu veux venir sur la chaise bleue à la fin du STFM, nous commenter ce que tu as vu au STFM. L'année prochaine, au mois d'avril, c'est le retour de Hanover Messe. Tu sais, comme à chaque année, Techno. L'année prochaine, ce qui est différent de toutes les autres années, c'est que c'est le Canada qui est le pays hôte. Fait que je te dirais, s'il y a une fois dans ta vie tu vas à ce show-là, c'est le prochain. OK. J'étais sur ma checklist un jour. Ah ouais, non, mais c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine le moment. Tu sais, le Canada, après, il ne reviendra pas haute avant des années. C'est comme les Olympiques. Là, fait que, tu sais, il va y avoir une délégation canadienne. Fait que si tu veux te faire des nouveaux partenaires au Canada, tu sais, des fois, tu n'as pas la chance de les rencontrer, même au Québec. Ils vont être là. Tu sais, puis ça va être vraiment un gros show. Fait que je te dirais, ça se peut qu'on te sollicite pour que tu viennes l'année prochaine avec nous autres. À Hanover. Ça, c'est clair, Ben. Puis, tu sais, un mot là-dessus. Là, moi, un des constats, là, il y avait une qualité de gens exceptionnelle là-bas. Pour vrai, là, j'ai adoré les rencontres. C'était fabuleux. Un des ingrédients qui manquait dans la composition sociale du groupe, là... Des manufacturiers. Merci. Ah, les autres années, il y en avait des manufacturiers. Il n'y avait pas assez de gens qui fabriquaient
de l'équipement, des pièces, de l'usinage. Il y en avait quelques-uns, mais c'était très minoritaire. C'était beaucoup des gens dans la tech, des gens Internet des objets, AI, name it, plein. C'est important qu'ils soient là, mais pour vrai, tout ça, c'est des services aux manufacturiers. Là. Fait que c'est pour ces gens-là qu'on travaille. Fait que on va solliciter les gens, puis tout le monde qui écoute, là, ça prend des gens comme toi, de chez Usitech Précision, qui viennent dans la délégation Québec, Canada, au Hanover Mess. Ça prend les manufacturiers là-bas. Puis là, on a collé à shot, il peut pas venir. Tu l'as fait tardant. Hey, on se revoit à STFM. Merci d'être venu sur la chaise bleue. J'espère que c'est pas la dernière fois. Puis si tu as une thématique que tu veux amener, à un moment donné, tu es le bienvenu dans la communauté. Merci Sébastien. Parfait, un gros merci les gars. Merci Sébastien.